Et salut tout le monde. Alors bon, vu ce qui se passe sur les marchés, je pense que c'était bienvenu que je fasse une petite vidéo. Je sais pas trop le temps qu'elle va prendre et puis je suis en vacances et j'ai pas trop envie d'y passer trop de temps. Alors je vous demande toute la tolérance à mon égard si la vidéo traîne un peu par moment, qu'elle n'est pas optimisée ou si ou là, je fais de mon mieux. La première des choses, je pense, quand il se passe un gros crash comme on a connu hier, c'est déjà de dézoomer toujours et d'aller regarder dans les unités de temps longues. Là, je suis en monthly sur le Bitcoin, plus ou moins, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et en fait, on voit bien la nature des grands cycles qu'on a connus jusque-là. Alors là, on est dans une échelle logarithmique. Voilà. L'échelle logarithmique, ça veut dire que la courbe va avoir tendance à s'aplatir comme ça parce que l'échelle n'est pas proportionnelle sur le côté. Dans tous les cas, on voit bien que ce qui se passe en ce moment, la petite bougie rouge qui est ici, elle nous paraît énorme là tout de suite parce que quand on la vit et qu'on se prend moins 20% dans le portefeuille, ça fait mal évidemment. Mais quand on a l'habitude et qu'on a vécu d'autres cycles, pour moi, c'est mon deuxième bull run et un seul bear market à mon actif, mais ça fait 5 ans que je suis dans la crypto quand même. Donc j'ai appris à me détendre, on va dire, dans ces moments comme ça, quoi. Voilà. C'est jamais très agréable, c'est évident, on préfère voir du vert tous les jours et la valeur du portefeuille qui augmente plutôt que baisser drastiquement, mais voilà, on peut aussi essayer de se rassurer. Et le but de cette vidéo, c'est de donner un peu du recul, de donner un peu de légèreté dans tout ça pour éviter trop de stress, quoi. Du coup, je trouve que le cycle dans lequel on se trouve depuis le dernier point bas ici est assez ressemblant au cycle 2 en fait. Voilà. C'est-à-dire on a eu un point bas ici, une longue consolidation, un joli départ et on a une belle courbe parabolique qui est en train de se dessiner ici, là. Voilà, très régulière. Contrairement, jusqu'à ce sommet-là, contrairement au cycle qui l'a suivi, où on a eu ici vraiment une grosse cassure avec une grosse cuvette ici, un énorme rallye aussi monstrueux ici, qui est monté direct à la lune, pas du tout progressif, une longue stabilisation pour revenir si on traçait un peu la courbe comme ça, là, voilà, parabolique régulière, là, une longue consolidation pour rattraper quelque chose d'à peu près normal sur la courbe, là, et après seulement on est parti en climax run, chercher le sommet de marché. Et là, on a plutôt de nouveau une courbe qui se construit lentement mais progressivement, exactement comme celle-ci. Et je voulais vous montrer quelque chose. Alors, à part le premier cycle qui était un peu particulier, il est vraiment parti très fort, très vite d'un coup d'un seul, je voulais quand même vous montrer qu'à chaque fois, il y a un moment où on a un joli retracement, une belle correction comme ça, là, et de combien elle est, quoi. Voilà. Et peut-être même que je pourrais prendre ici, si je peux la grossir. Ce que je vais essayer de faire pour que ce soit plus clair à l'écran. S'il y en a qui regardent depuis le téléphone, on pourrait peut-être prendre de ce plus haut ici jusqu'à ce point bas ici, qui est le point bas, parce que celui-là est moins bas, 42,11, ouais, c'est 42,17, c'est kiff-kiff. Hein. Je vais prendre ici, ce sera plus parlant, c'est une bougie rouge. Mais on voit qu'entre ce point haut ici et ce point bas là, on a quand même corrigé de 42%. Quoi. Voilà. Et pourquoi je prends ce point là ici? C'est tout simplement parce que dans tous les cycles, on a à un moment donné, je le fais à l'arrache, hein, ok. On a à un moment donné une grosse zone ici qui est une zone de résistance où on va casser d'anciens plus hauts, des choses comme ça. Et après, boum, on va partir vraiment dans un gros rallye aussi. Et là maintenant, je vais dézoomer un peu, je vais remontrer le reste. Voilà, pour qu'on voit bien. Voilà. Ici, c'est pareil. Voilà, on avait une grosse zone ici, plus ou moins. Alors on peut soit la mettre là si on veut, avec une sortie ici, un petit pullback et on part, soit on peut la mettre un peu au-dessus si on considère cette zone ici, là, voilà, mais ça revient à la même chose avec une longue stagnation ici puis un départ. Mais grosso modo, plus ou moins, c'est le même scénario, c'est-à-dire que quand on commence à arriver sur des niveaux où le prix s'est fortement échangé, où il y a eu voilà, beaucoup de supports et de résistance qui se sont joués sur ces endroits-là, eh bien on a souvent une grosse correction. Donc là, il y en a une là. Après, si je déplace ça et que je la ramène ici, voilà. On en a une ici aussi de correction. On en a même une entre là et là, selon où on se place. Encore pareil. Si on se place là, quoi, voilà. À partir de ce point où on a complètement chuté, ben, quand on a franchi la hausse, on est revenu dessus, on a consolidé une deuxième fois, puis on est parti. La mèche qui est ici, c'est l'accident Covid, là.
Voilà, toujours est-il qu'à chaque fois c'est le même scénario, après un premier rallye haussier, on a toujours une belle correction. Voilà. C'est toujours la même chose qui se répète, quoi. Donc après un premier rallye haussier, où on sort du bear market, depuis le bear market, on a toujours une belle correction, 42% ici on l'a vu. Un premier rallye haussier, pour revenir sur les points de résistance, on a une belle correction ici aussi. On va aller regarder de combien elle est, c'est ça qui est intéressant. Voilà, la correction ici, elle est de 40%, très bien. Et si je vais regarder juste celle-là et je vais exclure l'accident Covid qui peut toujours nous arriver aujourd'hui. Voilà, on a un beau rallye haussier. Et ici, si je prends ce point bas, même ce point bas, non, celui-là c'est le plus bas, théorique, on est même descendu de, voilà, on est même descendu de 53%. Voilà, sur celui-là ici, carrément, quoi. Avant qu'on reparte à la hausse et qu'on finisse par avoir l'accident Covid, mais quand même 53%. C'est juste assez violent à chaque fois, ces phases-là. Et ici, eh bien, on arrive, alors vous allez me dire qu'on pourrait l'avoir eu déjà potentiellement ici, parce qu'on avait une première zone de résistance, voilà, ici, qui est déjà très intéressante. Hein. On break, hop, on revient se poser dessus. Et si je prends effectivement du plus haut, peut-être ici, ici au plus bas, peut-être là, on n'a eu jamais que 20% de chute. 20% de chute, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu vraiment la correction comme on a eu qui va entre 40 et 50% dans tous les cycles à milieu de cycle. Voilà, on ne l'a pas eu encore. Donc pour moi, je considère que c'est un petit peu différent ce cycle-là. Je vais enlever ça exprès. Parce que on est venu titiller l'ancienne ATH avant de passer certaines grosses résistances. Comme on a eu ici des grosses résistances, on est venu d'abord travailler les grosses résistances et après seulement on a passé l'ATH. Et les cycles précédents, c'était pareil. On est venu d'abord titiller des gros niveaux de résistance comme ici et après seulement on a passé l'ATH ici. Mais comme on le constate ici, on a un peu quelque chose de particulier dans le sens où ici, au lieu d'avoir eu une courbe régulière et d'avoir eu un ATH comme ça et un bear market après comme ça, voilà, si je pouvais, voilà, enlever ça serait mieux. Mais au lieu d'avoir ça, on a eu comme on va dire un bull run tronqué un peu avec un double ATH. Du coup, c'est comme si ici on s'était arrêté, au lieu des si haut, on s'était arrêté plus bas et qu'on avait eu un double top ici. Eh bien, on se retrouve dans la grosse zone de résistance en même temps que dans la zone de l'ATH ici. Donc, si vous voulez, la correction qu'on a de mi-cycle, hein, sur toute la hauteur d'un bull run, là, à mi-cycle, la correction qu'on a ici, eh bien, nous, on se la retrouve à la même hauteur que l'ATH. C'est un peu la particularité de ce cycle parce qu'on avait deux sommets avant et donc ça nous a décalé l'endroit où il y avait vraiment la grosse résistance majeure. Et là, regardez à peu près où on en est pour l'instant de cette correction de mi-cycle. Voilà, on en est à 32%. C'est-à-dire qu'on est encore largement en dessous de ce qui s'est fait par le passé. Et si je vais chercher jusqu'à du 42 à 50%, voilà, 50%, vous voyez où on revient ici? On revient sur cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 30K avant, là, qui a été très travaillée une fois, deux fois, par plusieurs bougies mensuelles. Ici, avant de vraiment la casser, c'est quand on a cassé cette zone-là qu'on est parti en bear market. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais arrêter de faire traîner ça là. Et qu'est-ce qui se passe ici quand on refranchit la zone des 30K, qui est à cet endroit-là, là? Eh bien, il n'y a aucun retour dessus pour dire on confirme, un peu comme on a eu ici, là. Si je grossis un peu le trait ici, là, voilà, on a quand même au minimum, sur cette grosse zone qui était là, voilà, à peu près, hein, je la trace un peu à l'arrache, là, on a quand même une bougie de breakout ici, où on casse cette grosse zone de résistance, et derrière, on vient quand même se reposer dessus avant de partir. Voilà. Ben ça, on ne l'a pas eu sur les 30K. Et peut-être parce que c'est la spécialité de ce cycle avec le fait qu'on a eu un double top avant et que ça déplace un peu les grosses zones de résistance. Donc, pour être honnête, je ne m'y attendais plus, c'est clair. Voilà, j'aurais pas pensé qu'on allait chercher si bas, mais si vous regardez des vidéos précédentes, j'avais déjà imaginé ça et je pense même avoir expliqué que pour moi, la zone qu'il fallait éviter réellement de franchir, qui serait une signification de retour dans un vrai bear market pour le coup, parce que là pour moi c'est juste une grosse correction qui fait toujours peur dans les cryptos, c'est la zone où on casserait sous les 40-45, c'est-à-dire
si je trace une zone sur mon écran, ce serait cette zone-là qui serait vraiment dangereuse de casser pour ma part. Je vais vous montrer pourquoi aussi avec d'autres indicateurs comme Ishimoku. Ouais, parce que ça, pareil, on l'a fracassé à la hausse ici, poum, après être revenu par 2 fois dessus la titillée, là. C'est la zone des 40, entre 45 et 50K pour faire large, quoi. On est venu l'exploser à la hausse, et là, on est juste en train de revenir dessus, quoi. Et moi, j'avais vendu, j'ai pas pris la dernière petite partie impulsive ici, là, j'avais vendu tout mon portfolio à cet endroit-là, parce que je me suis dit, c'est juste pas possible qu'on n'ait pas, comme ici, hein, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas buter sur une grosse résistance. J'ai vraiment pas voulu y croire qu'on puisse aller aussi fort, aussi haut rapidement. J'étais sûr qu'on viendrait buter là-dessus, qu'on reparte un peu, qu'on latéralise et que seulement après on vienne passer ça et qu'on remonte. Et j'avais espoir qu'on redescende pour pouvoir me placer plus bas, c'est-à-dire qu'on ait exactement cette configuration-là, mais ici. Voilà. J'avais espoir qu'on le vive plutôt comme ça, la consolidation, et que là, finalement, on fasse le breakout et qu'on parte là-haut, quoi. Voilà. Bon, il se trouve que c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. En tout cas, toujours est-il que cette zone-là, là, des 45 à 50K, là, qui était déjà une grosse zone qui a été très travaillée, là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On l'a explosé et on est juste en train de revenir dessus. Donc ça pourrait, littéralement, à l'instant même, là, ça pourrait encore continuer de descendre tranquillement mais sûrement jusqu'à cette zone des 45-50K, quoi. Voilà, c'est pas impossible. Et on va voir un peu avec un autre indicateur qui est l'indicateur Ishimoku jusqu'où on pourra aller. Mais pour moi, ça remet en rien, en tout cas en question, la tendance de fond. Voilà, parce que la tendance de fond, elle ressemble très fortement, et je vais vous la montrer avec le RSI avant qu'on passe à Ishimoku. Quand on regarde le RSI ici, parce que je trouve que ça ressemble vraiment à ce cycle-là, la manière dont se construit le pattern aujourd'hui, et bien ici on a une belle montée. Quand on commence à se rapprocher sur le RSI de la zone de surachat ici, on a une jolie correction. Après on vient la franchir, on se pose dessus à nouveau et on monte faire des extrêmes, quoi. Voilà, où on est dans l'euphorie totale. Et là, on vient juste la franchir un petit peu. Voilà, ce serait presque un peu comme ici, mais c'est un combiné de ça et de ça. Pour moi, ça ressemble plus à cette phase-là, qu'on est en train de vivre là. Voilà, parce qu'on a une première bosse là, avec un pic et une correction. Et là, on a une première bosse là, un pic, une correction. Voilà. Ça ressemble plus à ça, c'est juste que c'est un peu plus étendu dans le temps, un peu plus massif les mouvements, au lieu d'être un peu plus petit ici. Et on a des choses qui sont un peu plus massives, un peu plus visibles là. Et on serait dans la phase maintenant là, où de toute manière, tant qu'on ne casse pas la médiane, ici, il n'y a pas de raison qu'on passe dans un bear market. On repasse dans un bear market à chaque fois qu'on vient casser la médiane ici. Là. Et là, ça part vraiment fort à la baisse. Mais pour l'instant, on est encore vraiment loin du compte, quoi. On est encore toujours en train de titiller les niveaux de résistance les plus importants qu'il est logique de travailler avant de casser, quoi. Alors j'avais vraiment du mal à y croire qu'on allait revenir dessus vu l'impulsion qu'il y avait eu, qui était surpuissante. Je me suis dit après tout peut-être qu'avec les ETF, etc., on va casser les cycles et qu'on va pas avoir la théorie qui s'applique mais qu'on va juste tout exploser à la hausse. Mais voilà, là il nous est montré une fois de plus que finalement, faire confiance à la théorie et que le marché a besoin de consensus, que donc quand il casse des gros niveaux de résistance, il a besoin de revenir dessus pour les tester, les prendre comme support, pour s'appuyer dessus, pour repartir de plus belle dans sa continuité haussière. Voilà. Donc pour moi, on est dans cette phase où on devrait maintenant partir fort à la hausse ici, un peu comme là, quoi. Donc dans cette deuxième partie de cycle-là, voilà. Et où là, on a eu 40% de chute. Là, on a eu 50% de chute. Je ne compte pas la mèche Covid qui était vraiment très particulière. D'ailleurs, on voit comment elle est absorbée. Hein. Dans le même mois, on est descendu hyper fort. On l'a réintégré de moitié dans le même mois. Et tout de suite derrière, bougie de ravalement, quoi. Ça prouve bien que c'était un accident, quoi. Voilà. Et ici, s'il faut, eh bien, on peut peut-être avoir aussi un accident de marché, un peu comme là. On ne peut pas exclure que cette phase-là, c'est la phase qu'on a eue là. Et là, c'est un accident, c'est avec tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a personne qui peut dire si oui ou non, on ne va pas avoir un vrai accident de marché, vu tout ce qui se passe aussi sur le marché boursier et autres, quoi. C'est évident. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, j'observe ce qui se passe dans le monde. Quand je vois ce qui se passe au Japon, que je vois ce qui se passe aux États-Unis, avec ce qui s'est passé pour Trump, etc., quand je vois ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, avec un début de guerre civile, etc., c'est quand même à nos portes tout ça. Il y a des tensions énormes de partout dans le monde. Et on peut très bien imaginer qu'il puisse y avoir de nouveau une grosse catastrophe avec un embrasement du monde dans le sens guerre civile, par exemple, là, où tout est provoqué, tout est fait pour diviser les gens
et les petites minorités jusqu'à ce que tout le monde se foute sur la gueule les uns des autres là. Et si on en arrive à ça, forcément que les marchés financiers temporairement ils vont être dans l'hésitation et on risque d'avoir un joli crack comme ça avec peut-être une chute qui reviendra tester les 30K. Hein. On ne peut même pas l'exclure d'avoir quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc après je vais dire comment moi je vais me comporter. Parce que là, gros disclaimer, je ne suis pas en train de dire comment vous devez vous comporter. Je vais expliquer comment moi je raisonne et comment moi je me comporte dans un marché comme ça, quoi. Voilà. Et après, c'est à vous de vous inspirer de ce que je fais et de voir si ça résonne pour vous avec votre profil investisseur, votre capacité émotionnelle, etc., quoi. Bref, ça, ce serait vraiment, on va dire, le bas d'une mèche comme ici, là. Je peux l'envisager jusqu'au 30K, mais parce que voilà, ça a été vraiment une très très grosse zone à un moment donné. On le voit, hein, elle a été très travaillée ici, elle a fait super peur de partir en bear market avant qu'on ait le deuxième rebond pour former le vrai ATH qu'on a vu ici, etc. Donc bon, c'est quand même une vraie très grosse zone, quoi. Mais si on venait jusqu'ici, au moment où on viendrait là, quand on sera en train de former la bougie, je ne parle pas de la clôture de la bougie, hein, mais au moment où on est en train de former la bougie, évidemment ça fait très peur parce qu'on se dit mais est-ce qu'on va ravaler toute cette bougie et qu'on va clôturer quand même au-dessus de niveaux importants ou est-ce qu'on va vraiment rester là, clôturer là et là typiquement si on avait une grosse bougie comme ça là, qui finit pleine et clôturée pleine sous des gros niveaux comme ça, là il faut s'inquiéter et se dire qu'on a toutes les chances de peut-être démarrer une tendance baissière, hein, ni plus ni moins, quoi. Voilà. Et en monthly ici, puisqu'on ne dépasse pas ça là, en monthly de commencer à dessiner des vagues dans le Bitcoin qui feraient plus comme ça, et puis former un plus bas encore plus bas, et puis un plus bas encore plus bas. Voilà, on pourrait envisager un truc comme ça aussi, quoi. Bon, à titre personnel, je n'y crois absolument pas du tout, quoi. Voilà. Surtout quand on voit l'engouement qu'il y a pour les crypto-monnaies, comment elles sont acceptées partout dans le monde, comment les régulations, même si elles cherchent à contrôler, elles sont quand même en faveur du Bitcoin, comment on a les ETF qui sont là, tous les gros fonds positionnés dedans et tout, enfin bon bref, voilà, je vais aussi rappeler un petit truc au passage, c'est que quand on a une grosse chute comme ça, il faut bien se dire que ça correspond à des ventes, donc il y a en face de vendeurs, pour que les vendeurs puissent vendre, si demain vous vendez votre bagnole, il faut bien qu'il y ait un acheteur, sinon il n'y a jamais rien qui se passe, quoi. Donc s'il se passe un mouvement à la baisse, c'est qu'en face, il y a des acheteurs. Donc moi, la question que je vais vous poser là, c'est qui achète ? Qui est assez stupide ou qui est assez fou aujourd'hui, stupide en apparence, qui est assez stupide ou qui est assez fou aujourd'hui pour acheter cette baisse ? Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, finalement, c'est plutôt les personnes qui ignorent comment fonctionnent les marchés, qui ont peur, à moins qu'on soit à la veille d'un énorme crack là, monumental, auquel cas on immobilise cet argent-là et puis on attend que tout se régule, ça mettra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'en sais rien. C'est encore une possibilité, ça peut arriver, c'est déjà arrivé par le passé. Et on ne sait pas si on en est là ou pas, il y a peut-être un énorme changement dans le monde qui va se produire. Mais peut-être qu'à ce moment-là, les liquidités qu'on a, même si elles étaient restées sur un compte en euros, en dollars ou en je ne sais pas quoi, elles seraient peut-être plus accessibles parce que ça pourrait être une énorme crise bancaire, des choses comme ça. Avec des fermetures de banques et dans tous les cas, l'argent ne serait pas plus en sécurité dans une banque que dans la crypto finalement, quoi. Voilà. À ce moment-là, là, personne ne peut rien prédire, c'est évident, quoi. Mais bon, moi, c'est pas comme ça que je raisonne. Si ça arrive, de toute façon, je me suis préparé dans ma vie pour pas avoir nécessairement besoin de cet argent-là dans tous les cas. Mais au cas où, et puis j'ai d'autres ressources, quoi, de toute façon, mais au cas où, je vais plutôt me dire qu'est-ce qui peut se passer de réaliste maintenant. Et un accident Covid, je me dis oui, ça peut être réaliste, donc je vais surveiller mes niveaux de support. Et je vais essayer de me dire que là, je m'endors tranquille tous les soirs, il n'y a vraiment aucun problème, je vais observer ça. Et presque, je regrette typiquement, à titre personnel, de ne pas avoir un peu de cash en réserve et d'avoir moi aussi été peut-être un poil trop croyant comme tout le monde ici et qu'on allait repartir après cette belle stabilisation rapidement là, quoi. Donc là, je me suis réexposé quasiment à 100%, mais à 90% là. Et en m'exposant à 90% au marché ici, 10% de cash, ça ne fait pas beaucoup pour saisir des belles opportunités comme ça. Voilà. Il aurait mieux valu que sur cette zone, je me fasse confiance par rapport au fait que ça allait durer un moment et qu'on risquait d'avoir effectivement une belle correction pour aller chercher soit ces niveaux-là, soit les niveaux de 30K, parce que c'est deux grosses zones qu'on a franchies en ligne droite sans jamais de pullback dessus, sans jamais de retour en arrière dessus pour les retester et en faire des supports. Je regrette un peu effectivement de ne pas m'être délesté d'une partie de mon portefeuille. J'aurais dû me délester de 50% de mon portefeuille à cet endroit-là. C'est une petite erreur, je vais apprendre encore. Et puis me replacer un peu plus bas tranquillement maintenant en attendant, quoi. Voilà. C'est tout. Donc maintenant, on va essayer d'aller voir avec
Ishimoku ce que ça peut donner, parce que c'est mon indicateur favori. Voilà. Et là, sur Ishimoku, je voulais vous montrer quelque chose qui dure depuis longtemps, que je vous ai déjà montré peut-être dans toutes les vidéos. On a des vrais bear markets. Je vais agrandir un peu, parce que mon écran est petit, c'est plus confortable pour vous. On a des vrais bear markets dès lors qu'on franchit à la baisse avec une vraie belle clôture sous la Kijun Monthly. C'est la droite rouge, la Kijun, c'est la droite de signal qui signale le changement de tendance. Et là, on a un Monthly, donc c'est très significatif. Voilà, quand on passe dessous ici, clairement, et qu'en plus on revient la retester et qu'on repart à la baisse, là, ça c'est un signal de bear market. Ici, qu'est-ce qui se passe? Boum, on clôture fortement dessous, on revient la tester, bear market. Voilà. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu la tester une fois, on a rebondi, on n'a pas clôturé dessous franchement. On a rebondi, on n'a pas clôturé franchement dessous. Là, on a clôturé franchement dessous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bear market. Voilà. Et là, regardez où on en est, quoi. On est encore loin au-dessus de la Kijun Monthly là, sur le Bitcoin. Voilà. Il y a clairement encore de la marge là. En tout cas, je suis sur Bitstamp ici. C'est peut-être pas le plus réaliste. Il vaut peut-être mieux aller voir Coinbase par exemple. Voilà, on va aller voir Coinbase. Mais Coinbase là, c'est pareil quoi. Regardez à quel niveau on est de la Kijun Monthly quoi. On est encore super loin quoi de la Kijun Monthly. En fait, là, je pense que si on se met en 2 semaines, ça va être un peu plus parlant. Voilà. Si on descend d'une unité de temps, je me mets en 2 semaines, là, en 2 weeks, et bien qu'est-ce qu'on fait? Regardez la précision et la perfection, quoi. C'est juste magnifique. On a la mèche qui vient se poser pile poil sur la Kijun. Voilà. C'est magnifique. Et là, on avait une droite de support, on vient se poser dessus aussi, quoi. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas le feu. Après, il n'y a rien qui nous empêche ici de percer ça et de venir chercher ce niveau-là. Voilà, le nuage en mèche, là, qui correspond à ce gros plat ici de SSB, qui correspond à ce gros plat de Kijun là, et qui est toujours dans cette zone où on a eu beaucoup de mouvements. À chaque fois, c'est des zones de rebond, à la baisse ou à la hausse, mais c'est vraiment une très très grosse zone ici. Et c'est celle qui, en monthly, voilà, ici, en monthly ici, correspond à ce plat de Kijun ici, quoi. Voilà. Il n'y a rien qui nous empêcherait de venir ici, juste en mèche tester la Kijun aussi. Donc là, elle est à, je vais vous donner la valeur exacte hein, pour Coinbase, parce que Coinbase c'est quand même un gros acteur maintenant dans la crypto. 44 647, voilà, ce serait la valeur limite qu'on pourrait atteindre, qu'on pourrait aller chercher en mèche. Et voilà, peut-être le dépasser un poil, hein, on ne va pas chipoter non plus. Et ça correspondrait aussi, si vous regardez bien, je vais peut-être presque le tracer dans une ligne pour qu'on le voit à l'horizontale là. Je vais tracer une petite horizontale. Voilà, et si je trace une petite horizontale ici, eh bien ça correspondrait à ce que si on a une petite mèche qui dépasse un tout petit peu ici, hein, ça correspondrait, comme ça arrive souvent, ça correspondrait à une prolongation ici de la lagging span pour venir retoucher ce qu'elle n'avait jamais fait ici, hein, pour revenir retoucher la Tenkan et repartir à la hausse. Voilà. Et ça, ce serait vraiment très intéressant comme scénario, pour le coup. Parce que ici, de nouveau, on a tout fracassé et on n'est rien revenu confirmer. Moi, ça m'a juste fait halluciner quand le marché a fait ça. Mais là, on était tellement en train de bien tenir là-haut que je me suis dit, mais on va jamais y retourner là. J'aurais pensé que si on y retournait, ce serait un peu plus progressif, en toute honnêteté, hein, comme je vous l'ai montré ici, qu'on aurait une vraie correction, mais un peu plus progressive, quoi. Voilà. Ben là, on n'a pas de correction progressive. Regardez les bas de bougies, comment ils sont tous alignés. Donc là, voilà, tac, 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 et d'un coup, boum, une énorme bougie baissière. Voilà. Alors peut-être qu'il se passe des choses dans le monde que je ne sais pas et qui peuvent encore aussi expliquer ça. Mais pour moi, d'une certaine manière, c'est pas comme ça que les marchés fonctionnent. Même si notre cervelle, elle aime bien toujours essayer de chercher à expliquer les choses en se justifiant par 1000 raisons. Ah oui, mais c'est parce que si, ah oui, mais c'est parce que là, blablabla, blablabla. À titre perso, j'y crois pas trop. Voilà. Pour moi, c'est tout simplement des gens qui sont intelligents, qui sont avides de pognon et qui en veulent toujours plus, qui orchestrent ce genre de choses. Et je vais vous montrer pourquoi je pense ça aussi d'ailleurs.
montrer sur Binance, je crois que c'était flagrant. Voilà. Là, je suis sur Binance et je vous invite à regarder, on verra où termine la mèche, hein, mais je vous invite à regarder là-haut. Là. Vous voyez la bougie actuelle? Celle-là, là? Voilà. Vous voyez le chiffre là? Le point bas? 49 000 tout rond. Expliquez-moi combien il y a de chances dans les probabilités pour que, après une telle cascade de liquidation où c'est tout le monde qui est en panique, machin, etc., le prix s'arrête sur un chiffre rond pile comme ça. Et il y a combien de chances pour que ça arrive, quoi? Bon, ben pour moi, ça veut dire que quelque part, c'est programmé dans des algorithmes de trading, peut-être assistés d'IA et compagnie, pour dire qu'à ce niveau-là, on injecte massivement des ordres d'achat pour que le cours cesse de descendre, quoi. Voilà. Et je vous dis, je vous donne en 1000, c'est souvent des points de repère vraiment marquants. Est-ce que ici c'était le cas? Non, c'était pas le cas, mais c'était là le cas, ici. Voilà. Sur cette bougie-là, alors là, on est sur un chiffre rond aussi, mais c'est beaucoup moins flagrant, 16 622. Je crois que c'était sur... Il y en a toujours un qui est comme ça, là, qui montre bien que... Il faut que je vous le retrouve. Je sais plus lequel c'est, qui était vraiment super précis comme ça, là. Ah non, je me trompe, c'est là que je voulais vous montrer. Ouais, c'est ça. Je vais revenir ici, du coup. C'était là. Ouais. Voilà. Ici, sur ce point bas ici, avant qu'on ait le rebond, là, eh bien, regardez le point bas, quoi, 28 800. Il y a combien de chances que ça arrive? Et en même temps, une clôture à 35 060 pile, même pas de petits chiffres avec des virgules et tout. Comment c'est possible, ça? Si c'est pas des algorithmes qui sont derrière, il faudra quand même qu'on m'explique, quoi. Voilà. Là, ici, c'est un chiffre rond aussi, il n'y a pas de petite virgule derrière. 3858, il faut regarder là-haut à chaque fois. Là. 3858. Là, le sommet de marché, ici. Voilà, je maxe sur la bougie pour que vous puissiez le voir là-haut, là. Le sommet de marché, je vais me rester dessus, ce sera plus simple. Il est à pile poil 69 000. Voilà, pile poil 69 000. Comment c'est possible qu'on aille à 69 000 pile? Voilà. Et celui-là, il n'était pas du tout à 69 000 pile, bien qu'il était quand même déjà assez intéressant, puisqu'on voit qu'à part le petit 0,1 ici, là, si vous regardez bien, à part le petit 0,1 pour 50 800.01, mais juste à côté, son cousin, là, au point le plus haut, là c'est pas l'ouverture, c'est 64 899. On est sur les chiffres ronds, mais j'y crois pas trop aux chiffres ronds. Les chiffres ronds comme ça, quand ils sont vraiment bien ronds, c'est que derrière, il y a des algorithmes qui ont placé des ordres pour déterminer en avance que le prix allait s'arrêter là. Il s'arrête pas là juste par hasard, quoi. Voilà, c'est jouer au casino de croire ça, quoi. Donc bon. Là, pareil, je suis attentif aussi, alors on verra, hein, peut-être que c'est pas la fin et que d'ici la fin du mois d'août, on va avoir une bougie qui va pulser en profondeur vers le bas encore. Mais là, quand moi je vois ça, 49 000 tout rond ici, alors là, ici, on est sur 49 050, 0.01, alors peut-être que les algorithmes, ils n'ont pas réussi à faire ,00, mais on est plus sur, on est sur Coinbase ici. Voilà, 49 050, voilà, ça c'est sur Coinbase, et on est en USD, pas en USDT, c'est peut-être juste là la différence d'ailleurs, parce que l'autre, c'était en USDT ici, et en USDT sur Binance, qui est quand même le plus gros exchange au monde, on est à 49 000 pile. Voilà, donc on peut quand même se poser des questions, quoi. D'ailleurs, le point haut ici, regardez le point haut ici, encore une fois, je vais me mettre dessus, point haut, 73 777,00, quoi. Et qu'est-ce qui se passait là? Bim bam boum. Donc moi je vous invite à faire attention à ces petits détails-là, et c'est surtout pour dire que pour moi, ce ne sont pas des accidents, ces choses-là. Voilà. C'est des choses qui sont quelque part d'une certaine manière préméditées, quoi, ou préparées en avance. Parce que même si ça arrive de manière fortuite à un moment donné ou à un autre, on ne s'y attend pas, il est déjà pour moi programmé en avance que de toute façon le prix n'ira pas plus bas, s'il doit aller jusque-là, il s'arrêtera là, quoi. Voilà. C'est pas possible que dans la panique, les mecs ils actionnent le bouton pour dire ah ben on va acheter 49 000 €, puis à 49 000 € on rachète tous. Mais non, c'est déjà programmé, quoi. Ça va trop vite avec le high frequency trading et compagnie. Donc c'est pour ça que je m'affole pas, parce que quand je vois ça, je me dis tiens, voilà, moi ça éveille mon attention. Je me dis 49 000 €, point bas. Ça se pourrait que ce soit un point bas un peu comme on avait eu ici. Voilà, où on a un chiffre rond
Après, on est quand même venu gratter un peu en dessous, mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, énorme pump, quoi. Donc peut-être qu'ici, on peut très bien avoir un truc qui va faire un peu comme ça encore, avec une figure de retournement, et derrière, boum, c'est parti, quoi. Voilà. Et qu'on vienne quand même chercher cette petite zone-là, quoi. C'est pas impossible. Voilà. C'est pas impossible. Toujours est-il que moi, ça m'inquiète pas, parce qu'on est descendu à 49 000, maintenant, si on descend à 44 000, c'est pas le bout du monde, là. Le gros de la chute depuis les 73 000 jusqu'à 49 000, voilà, il est fait, quoi. On s'est pris une bonne gifle, c'est clair. Et encore que quand on dit une bonne gifle, c'est modéré par rapport aux autres cycles, puisque comme on l'a vu là, hein, voilà quoi, on n'est que sur du 33,58% là, au plus bas. Alors que les autres fois, on est quand même descendu à plus de 40% systématiquement quoi, dans la correction de mi-cycle. Voilà. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir où ça nous emmène les 40%. Est-ce que ça nous emmènerait pas justement sur la Kijun Monthly? Oh, comme c'est intéressant, 39,58. Avec une petite mèche qui viendrait juste dépasser un petit peu, on arriverait à nos 40-42. Voilà. Exactement comme on est dans les précédents cycles. Donc finalement, c'est pas si fou que ça. Et d'ailleurs, si on prolonge mon trait à l'horizontale, ça correspondrait exactement, je vais le faire ici pour le voir, voilà. Ces 40%, ça correspondait exactement à la Kijun ici, si vous voyez mon curseur là, en bas à gauche du triangle rouge qui se dessine et qui bouge là. Voilà, mon petit curseur il est là. Et bien si on continue la leg span ici, qu'on vient jusque là, on arrive où? À 41%. Ce serait une formidable zone de rebond, voilà, ici, pour faire comme ça, une fois qu'on a fait ça. Voilà. Donc c'est tout à fait probable qu'on enchaîne une, deux bougies avec une petite mèche supplémentaire qui viennent là, et puis hop, qui se reprennent, et puis voilà. Hein, qui serait un hybride de accident Covid et de grosses corrections demi-cycle. Voilà. D'ailleurs, on peut aller voir d'autres choses intéressantes. Par exemple, je crois que c'était le VIX que je voulais aller voir. Voilà, je trouve intéressant. Le VIX, c'est l'indice de volatilité sur les marchés. Et là, en l'occurrence, c'est la volatilité du SP500, qui est l'indice qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Et là, regardez comment c'est intéressant. Où est-ce que l'indice de volatilité est monté subitement? Alors, ok, on est dans une phase extrêmement particulière en ce moment, mais si on regarde ça, les dernières fois qu'il est monté aussi haut et aussi violemment, avant de se retourner évidemment, quoi, eh bien, c'était mars 2020. Ça, je pense que tout le monde se rappelle ce que c'est, c'était assez marquant. Et ça a été ici, octobre 2008, c'était la crise des subprimes. Voilà. Donc c'est toujours dans des événements vraiment marquants que l'indice de volatilité monte comme ça. Alors on peut se dire qu'on est dans un événement marquant et qu'il n'est peut-être pas terminé et qu'il va peut-être sortir une news, parce que si là je vais sur la bougie pile poil ici du sommet, c'était le 2 mars 2020. Voilà. Et c'était donc avant le 15 mars. Donc peut-être qu'on voit par anticipation ici ce qui pourrait se produire dans le courant du mois d'août avec une grosse news qui nous sort pour nous dire que ça y est, c'est la guerre civile partout dans le monde, on sort la loi martiale, blablabla, on contrôle les populations, confinement, parce que c'est la guerre dans les rues, ou je sais pas quoi. Oui, c'est tout à fait possible, quoi. Surtout dans un monde aussi chaotique comme il est aujourd'hui, où il y a des extrêmes qui se battent, les plus gros perdants, ils n'ont pas envie de lâcher la partie, donc ils vont chercher à garder le contrôle par la peur, comme ça fonctionne depuis toujours, quoi. Ça me paraît évident. Donc voilà, on est peut-être dans un événement effectivement excessivement marquant, donc maintenant, on peut regarder quoi faire. Parce que ça, c'est bien beau tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ça, on s'en fout. Ouais, l'open interest, alors ça c'est le graphe de Bitcoin, ça c'est l'open interest. L'open interest, c'est en gros, ça donne la quantité de positions qui ont été prises sur un coin, quel qu'il soit, hein, que ce soit Bitcoin ou autre chose. Là, en l'occurrence, c'est Bitcoin ici. Quand il y a beaucoup de spéculation, l'open interest va monter très fort, parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont pris, beaucoup de paris qui sont pris, voilà, pour gagner. Et chaque fois que ça monte trop fort ici, derrière, on finit par avoir une correction, quoi. Et là, c'est pareil, on est monté trop fort, trop violent, hyper haut, comme ici, là, voilà. On avait rejoint l'ancien sommet de marché, ici, là, en termes de niveau d'open interest. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Boum, 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 on a commencé à corriger violemment. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On redépasse encore même, on fait un nouveau plus haut ici, encore plus haut que plus haut, et derrière, on se prend une correction violente pour ramener les gens à la raison. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup trop de cupidité.
les gars s'emballent, ils parient de ouf à la longue là pour le bull run qui arrive et tout, mais ça peut pas monter à la lune ça non plus. Donc là, il y a une grosse punition pour qu'on revienne dans des seuils normaux, on revienne à la raison, là c'est sûr que ça fait mal à plein de gens, et là de nouveau, ils vont peut-être pouvoir recommencer à prendre des paris, mais ils vont peut-être pas les prendre tout de suite les paris, parce que là on peut peut-être continuer de liquider quelques positions et revenir sur des zones comme ça, là. Voilà, revenir chercher cette zone qui a été très échangée ici aussi, ce qui va revenir à nouveau encore à la zone des 45K, là. Voilà, que je disais tout à l'heure, quoi. Donc ça c'est intéressant de voir cette belle correction et surveiller donc l'open interest, parce qu'en surveillant l'open interest on voit très bien quand il y a trop d'excitation, de cupidité, donc c'est un point intéressant. Ça c'est la carte des liquidités, en tout cas de là où se trouvent les liquidations potentielles, voilà, de ceux qui short et de ceux qui longuent le marché, donc ceux qui parient à la baisse et ceux qui parient à la hausse. Bon, ben ici, dans cette zone-là, on voit les tarifs en bas, là, dans la zone des 46 à 48K, là, il y a encore énormément de liquidités à prendre. Après, il y a une très grosse zone ici pour ceux qui ont peut-être shorté le marché, quoi. Voilà, donc, et qui ont leur stop loss au-dessus parce qu'ils parient à la baisse, donc ils mettent leur stop loss en haut, au-dessus des pics. Bon, ben là, il y aurait encore beaucoup de liquidations aussi. C'est sûr qu'on viendra chercher ça, hein, parce que les market makers, c'est ce qu'ils viennent chercher, les liquidations. Ils viennent là où il y a de l'argent. Ils viennent là où il y a des stop loss, qui soient pour ceux qui parient à la baisse au-dessus des cours, des sommets, quoi, on va dire, ou pour ceux qui parient à la hausse, que les stop loss soient justement en dessous, sous certains creux. On va dire, ce sont des endroits où si le marché se dirige, eh ben, les market makers vont gagner des sous, quoi. C'est toujours pareil. Voilà. Donc là, ils sont venus liquider beaucoup de tout ce qu'il y avait dans la zone qui est ici. Voilà, c'est fini, c'est vierge, c'est tout blanc, impeccable. Il y a un gros écart entre les deux là, mais il reste beaucoup de liquidités à prendre au-dessus de la TH existant, et il reste encore beaucoup de liquidités à prendre en dessous. Il y en a même qui ont parié violemment jusqu'à 32 000 $. C'est même impressionnant la quantité qui ont parié jusqu'à 32 000 $. Donc quand tout à l'heure, ils ont peut-être anticipé ce que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont peut-être anticipé un accident Covid qui viendrait chercher jusqu'à la zone des 30K, quoi, hein, parce qu'elle n'a pas été touchée celle-là. C'est la zone, c'est cette zone-là, voilà, à peu près, 30-31, là, qu'on a pulvérisé ici et qu'on n'est jamais revenu chercher, quoi. Il n'y a jamais rien eu. On a juste pulvérisé et pas eu de retest de cette zone-là, quoi. Moi, ça m'a toujours étonné, quoi. Là, j'avais complètement, à partir du moment où on était là, je me suis dit, bah, c'est bon, on ira la chercher peut-être dans le prochain bear market, mais pas maintenant. En tout cas, mais là, c'est possible que, pourquoi pas, en mèche, si vraiment on a un accident dans le monde, qu'on puisse avoir une mèche violente et qui revienne, bon, ça me paraît toujours un peu fou, mais quand on voit ce qui s'est passé dans le Covid ici, on l'a eu, cette mèche violente est tout complètement ravalée aussitôt dans la bougie derrière, et même là, le corps de la bougie, il est remonté, là, en clôture, on est revenu à plus de la moitié de la bougie en clôture, donc on pourrait peut-être avoir un gros accident comme ça, puis boum, ça remonte, quoi. À voir ce qui se passe dans les prochains jours. En tout cas, pour ma part, comment je vais me comporter, eh bien, je vais juste regarder, je vais observer, parce que j'ai 100% confiance dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies en général. Pour moi, elles sont là pour rester. Je ne pense pas du tout que tous ceux qui achètent ce genre de baisse soient des couillons écervelés qui croient qu'il faut absolument acheter et perdre de l'argent, hein, parce que tous ceux qui achètent maintenant, il faut bien se dire qu'ils perdent de l'argent, hein, puisque le prix continue de descendre, quoi, voilà. Donc ceux qui ne veulent pas perdre d'argent, c'est qu'ils savent que derrière ça va remonter. Donc ils achètent les soldes là, au bas prix, quand le prix descend, quoi, et ils s'en foutent d'acheter et de voir que ça continue à descendre, parce qu'ils savent que derrière ça va remonter, qu'ils vont faire des profits énormes, parce qu'ils auront acheté à bon prix, ils n'auront pas acheté quand c'est haut. D'ailleurs Warren Buffett dit acheter la peur et revendre l'euphorie, quoi, voilà. Parce que quand tout le monde a peur, tout le monde vend. Donc c'est le moment d'acheter à prix en solde, et il ne faut pas acheter quand on est dans l'euphorie et que le truc il s'emballe complet là. Parce que quand il s'emballe complet, il y a tout le monde qui en veut, qui achète n'importe comment, et c'est le moment justement de vendre parce qu'on a fait des bons profits, et ils vont se faire rincer parce que tous ceux qui auront fait des bons profits, eux, ils vont vouloir vendre dans ces endroits-là. Et quand ils vont vendre pour prendre leur profit, ils auront besoin d'acheteurs en face, parce qu'il n'y a pas une vente qui peut se passer sans un acheteur. Donc ils seront bien contents qu'il y ait une euphorie, un aveuglement généralisé pour dire to the moon, to the moon, to the moon, pour eux vendre leur profit, et après ça va se casser la gueule. Et c'est ce qui se passe dans les phases de distribution. Si je passe en weekly ici, on le voit bien, on appelle ça une distribution. Voilà. C'est-à-dire que quand on a eu une grosse phase d'euphorie comme ça, ben là on a une première vente qui se fait, massive, où les gars ils se disent bon là, avant que ça se retourne violemment, j'ai déjà commencé à vendre des positions, boum, ça fait corriger le prix.
il y a quand même toujours un fond euphorique monstrueux, donc ça continue de monter. Là, on va continuer de vendre une deuxième fois, massivement. Et puis là, on va vendre tout du long. Alors, on vend par petits à-coups parce qu'on sait qu'on ne va plus partir plus haut. Et à un moment donné, boum, ça crache, quoi. Voilà. Et ça, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les mêmes phases, quoi. Voilà. Donc, là, on n'est pas du tout, pour moi, dans cette phase-là, parce qu'on n'a même pas passé encore les plus hauts, quoi. Alors que dans tous les marchés précédents, hein, systématiquement, je l'ai montré tout à l'heure, là, systématiquement, dans tous les marchés précédents, on est venu exploser le dernier ATH, quoi. Voilà. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'explose pas le dernier ATH, là, c'est clair. Voilà. Donc, ça, c'est mon point de vue. Et la manière dont je me comporte aujourd'hui, c'est que je regarde descendre mon portefeuille, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est de toute façon beaucoup trop tard pour vendre. Par contre, là où je serais vigilant, il aurait fallu vendre un peu plus haut, évidemment, comme je le disais tout à l'heure en intro de vidéo. Par contre, là où je serais vigilant, c'est si jamais on venait par là, comment je peux le tracer peut-être avec est-ce que j'ai un meilleur truc là? Voilà. Si on venait par là, qu'on faisait quelque chose comme ça, qu'on clôturait dessous et qu'on revenait faire un rebond là, voilà, alors là pour moi c'est temps de vendre parce que derrière ça veut dire qu'on fait ça. Voilà. Donc à cet endroit-là je vendrai, et même si je suis à moins 50% sur mon portefeuille ici, je m'en fous parce que je préfère sortir à moins 50% et me repositionner en bas du prochain bear market et me dire tant pis, j'attends, et là je vais reconstruire des bonnes positions pour prendre toute la montée, voilà, plutôt que de voir mon portefeuille complètement fondre jusque-là et perdre 80% et devoir attendre qu'il soit remonté jusque-là pour reprendre mes positions. Donc même dans des endroits comme ici, il ne faut pas avoir peur à mon sens. C'est comme je me comporte, encore une fois, je ne donne pas de conseils là, c'est juste comme je me comporte. Dans des endroits comme ça, si ça devait donner un pattern qui nous indique qu'on va partir en bear market, ce à quoi je ne crois pas du tout, je le répète encore une fois, mais on ne sait jamais, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le monde, en manière générale. S'il devait se passer un truc comme ça, je préfère vendre ici à moins 50%, voilà, parce qu'à ce moment-là, je me replacerai complètement en bas. C'est-à-dire les 50% de mon capital qui me reste, je vais les remettre ici. Et ici, juste pour vous dire, on a fait un 350% là. Ok? Si je me mets là, voilà, 370% on a fait. Donc si je me replace dans un bear market en bas, admettons, pour prendre des chiffres ronds et donner un exemple clair pour l'illustrer, admettons j'avais 10 000 balles de capital placées ici. Je sors à 50%, il ne me reste plus que 5 000. Okay, si je replace mes 5 000 qui me restent intelligemment en bas et que je fais un 300% derrière, 300% ça veut dire un x4, 4 x 5, 20. Voilà. Donc je ressors, quand j'arrive sur les mêmes niveaux de résistance comme là, je ressors avec 20K. Alors qu'au départ, j'avais placé 10K. Voilà. Par contre, ce qui se passe, c'est que si je ne sors pas ici, ici, je ne suis plus qu'à 5K. Voilà. Et ici, je ne suis plus qu'à 2,5K. Voilà. Et si ici, je ne suis plus qu'à 2,5K, en bas d'un bear market, 2,5K, si je fais un 300%, c'est-à-dire un x4, ça revient tout juste à mes 10K. Voilà. C'est-à-dire que je rattrape tout juste mon capital. Et j'ai perdu tout le bénéfice de cette hausse qui m'aurait déjà permis de doubler mon capital juste dans la prochaine hausse du prochain bull run. Et c'est cette structure-là qu'il faut avoir en vue. Et c'est pour ça que en privé, je ne le fais pas là, mais en privé, j'ai des personnes avec qui j'échange sur les placements, etc. En privé, je dis toujours que dans le marché de la crypto-monnaie, je pense que c'est quelque chose que vous entendez régulièrement sur les réseaux, je dis toujours que quand on investit dans la crypto, ça me semble extrêmement pertinent et prudent de n'investir que ce qu'on peut se permettre d'immobiliser à long terme. Voilà, pour moi, au minimum, le temps d'un cycle complet, c'est-à-dire d'un sommet à un autre sommet, ça prend environ 5 ans, 4 à 5 ans. Voilà. Selon où on s'est placé exactement, parce que des fois c'est un peu avant le sommet, puis après, puis machin, il faudrait pouvoir immobiliser cet argent-là pendant 4 à 5 ans. Si on est sûr de l'immobiliser pendant 4 à 5 ans, alors on regarde juste les grandes tendances, voilà, quand est-ce qu'on passe en marché haussier et en marché baissier, bull run ou bear market, et on vend juste sur ces niveaux-là, même si on a vendu à 50%, c'est pas grave, on attend d'avoir touché le fond. Quand on a touché le fond, on investit petit à petit, en plusieurs fois, là, pendant tout le temps de la consolidation, puis c'est pas grave, ça perd encore un peu, puis ça remonte, parce que là, on va se prendre un 300% derrière, quoi. Voilà, c'est tout. Et encore là, le 300%, c'est juste pour remonter au même niveau. On n'a toujours pas cassé la TH. Donc qu'est-ce qui nous attend derrière? C'est encore plus phénoménal, quoi. Voilà.
Alors pour moi, je fais que me documenter sur Bitcoin, ce qui se passe dans le monde, l'intérêt des cryptos, etc. Parce que comme je suis complètement confiant sur ce que apporte cet écosystème-là, pour l'avenir, j'ai pas de doute qu'il sera encore là et que donc j'ai très peu de chances que tout s'arrête. Il y en a qui vont dire oui, mais si Internet s'arrête, oui, mais s'il n'y a plus d'électricité, oui, mais oui, s'il n'y a plus d'Internet et plus d'électricité, en gros, il n'y a plus de Bitcoin, en tout cas au moins temporairement, quoi. Encore que c'est pas complètement perdu parce qu'il est quand même enregistré et sauvegardé dans des machines de milliers d'ordinateurs dans le monde, quoi. Donc on pourra toujours arriver à retrouver un registre d'une manière comme d'une autre un jour, mais pour voir qui avait quoi, mais peu importe, parce qu'à ce moment-là, ça ne nous servira pas à grand-chose, parce qu'on ne pourra pas l'utiliser dans la vie de tous les jours. Mais j'ai envie de dire, s'il n'y a plus d'électricité, plus d'internet, tout ça, on aura autre chose à foutre, franchement, que de s'intéresser à nos bitcoins, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de terminaux bancaires pour payer ou retirer nos sous, mais ou créditer nos fonds, recevoir nos salaires ou quoi. Enfin bref, c'est Mad Max. S'il n'y a plus internet et plus d'électricité dans notre société, c'est juste Mad Max, quoi. Voilà. Donc là, moi, j'y crois pas, c'est pas un problème, parce qu'à ce moment-là, j'irai ressortir ma pelle et ma pioche et ma réserve de graines et j'irai planter des choux et des haricots pour avoir à manger, quoi, et cueillir des plantes sauvages, quoi. Voilà, en gros, quoi. Et me faire copain avec mes voisins au lieu de leur taper sur la gueule et de les traiter comme de la merde, parce que finalement, ils vont m'être bien utiles pour m'aider au jardin, quoi. Voilà, qu'on se serre les coudes. Et ce sera le bon moment pour le faire, quoi. Alors, c'est pas ce que je fais tous les jours, je vais pas taper sur mes voisins, je crache pas tous les jours non plus. Donc, ça peut m'arriver des fois, mais trêve de plaisanterie. Voilà, je veux dire, j'ai confiance dans l'écosystème, donc je me rassure beaucoup avec ça. Ça m'aide considérablement à absorber ce genre de baisse sans broncher, quoi. En faisant des nuits parfaitement correctes, en dormant bien sur mes deux oreilles, même si mon capital il prend 50% dans la figure, je ne suis pas inquiet, quoi. Voilà. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais on aurait pu optimiser machin, c'était évident, on voyait bien que ça allait donner ci et là, blablabla. Oui, très bien, mais tu sais quoi, la prochaine fois, j'ai envie de dire, fais une vidéo qui annonce à tout le monde ce qui est en train de se passer. Voilà, fais-la ouvertement. Ne la fais pas après coup pour dire oui, je vous avais bien dit que machin, ou dans mon groupe privé, machin, blablabla. Parce que ça aussi, ça me saoule un peu. Il y en a qui ont des super groupes privés, évidemment, mais en fait, ils sont avides de pognon comme les autres, parce que dans les groupes privés, ils partagent en exclusivité ces choses-là, quoi. Voilà, et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, tant mieux pour ceux qui sont dans le groupe privé. Et moi, je trouve pas ça super cool, parce que je préfère, si on le voit à l'avance, le partager en avance et en faire bénéficier tout le monde, puisque je me dis que dans tous les cas, les grands méchants, c'est pas les quelques millions de couillons qu'on est là sur les réseaux sociaux ou derrière YouTube là, qui allons changer le monde d'une certaine manière. Ceux qui changent le monde, c'est ceux qui ont le pouvoir et c'est ceux qui ont le pognon, quoi. Et ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont le pognon, c'est les baleines et les market makers qui font ça, quoi. Donc autant qu'on se serre les coudes, parce que qu'on aime ou pas son voisin, qu'il a envie de s'acheter une Lambo ou qu'il a envie de s'acheter une baraque avec une grosse piscine ou partir voyager à l'autre bout du monde ou juste rester comme il est mais parce qu'il fait ça pour le plaisir ou s'assurer une retraite, eh bien on s'en fout, ça revient au même. Autant que cet argent-là, il soit dévié des mains peut-être les plus sales, entre guillemets, pour être remis dans des mains où les gars ils vont se payer leurs rêves ou je sais pas quoi là. Et tant mieux pour ça, quoi. Voilà, tant mieux pour ça. Bon, en l'occurrence, pendant que je fais la vidéo, je m'aperçois que là on est en train de grave ravaler la mèche là, en weekly, ce qui est plutôt déjà un bon signe. Et maintenant, juste ce que je peux dire en conclusion, c'est qu'il va certainement falloir attendre un petit moment pour qu'on ait un vrai beau pattern de retournement ici. J'aurais un peu du mal à croire qu'on ravale tout ça jusque-là et que ça se termine par un beau marteau avec derrière un retour. Encore que, c'est pas complètement impossible, mais on a subi un tel cataclysme sur tous les marchés que ça va quand même forcément un peu laisser des traces, quoi. Voilà. Donc on va voir où on s'en va. En tout cas, vous avez ma vision, vous avez les niveaux que je surveille. Quand c'est comme ça, je vous le redis, je vous rappelle, ma manière de fonctionner, c'est toujours de dézoomer. Voilà, je reviens dans du monthly, je remets les indicateurs qui me vont bien. Ishimoku, on est au-dessus des seuils de bear market, il n'y a pas de problème, ça peut même encore descendre, parfait. On est sur une droite support, impeccable, on est en train de la réintégrer, c'est très bien. Il n'y a pas le feu, enfin si, il y a le feu dans les réseaux sociaux, mais pour moi, il n'y a juste pas le feu, quoi. C'est même pas encore une correction comme on les a eu dans tous les cycles précédents. Donc j'ai envie de dire, il suffit de regarder, de faire un copier-coller de ce qu'on voyait avant pour se rendre compte qu'on n'est même pas encore au niveau des corrections qu'on a toujours eues dans les corrections de mi-cycle, quoi, voilà. On n'a pas atteint encore ça, ce niveau-là, quoi. Donc où est-ce qu'il y a le feu, là ? Il y a le feu que pour des personnes qui sont stressées, inquiètes et autres. Et oui, ça peut partir en bear market, machin, etc. Quand bien même ça partira en bear market, les seuls qui vont vraiment stresser, c'est ceux qui ont réellement besoin de cet argent-là, et à ce moment-là, et qui sont en perte aujourd'hui grave, et qui vont pouvoir vendre dans la panique pour récupérer leur argent, etc. Mais là, j'ai envie de dire,
je ne vais pas dire tant pis pour vous, mais j'ai envie de dire peut-être que c'est comme si on part en mer ou en haute montagne et qu'on y va la fleur au bec sans se soucier de rien, quoi. À un moment donné, la nature elle va vous mettre une bonne gifle, les copains, là, parce que la nature elle est pas cool non plus, hein. Il n'y a pas que les marchés qui sont pas cool, quoi, pour les imprudents. Donc là pareil, quoi, quand on s'intéresse à quelque chose, il ne faut pas se laisser aveugler par la cupidité et l'argent facile, il faut juste un peu s'intéresser au marché, à ce qui se passe, qui le drive et comment, et après voilà, on se rassure et tout va bien, quoi. Et donc là, on ne met pas trop, parce que si on met trop d'argent et qu'on en a besoin, ben, on est comme des cons. Voilà. Donc c'est toujours ce que j'essaie de dire et que je répète encore, hein, c'est qu'il faut mettre ce qu'on veut là-dedans, en termes de quantité, pour se sentir à l'aise avec ça, pas se laisser voiler par la cupidité, et surtout être prêt à l'immobiliser pendant un cycle complet, quoi. Parce que si là, c'était un sommet de marché, hein, comme là on a un sommet de marché, en admettant que c'est un sommet de marché et qu'on part en bear market, et bien le prochain sommet de marché, il sera peut-être par là. Voilà, donc il va falloir quand même attendre peut-être 2027 ou je ne sais pas combien, c'est-à-dire encore 3-4 ans avant qu'on soit revenu ici, quoi. Donc peut-être que vous allez voir votre capital fondre et devoir attendre encore 3-4 ans pour le retrouver, quoi. Donc à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est là que je donne ma manière de fonctionner. Si on devait vraiment franchir ça, je finirai vraiment là-dessus parce que ça fait longtemps que je le répète maintenant, si on devait franchir des grosses zones comme ça avec une vraie clôture en dessous, comme là, voilà, je ne parle pas d'une mèche qui dépasse et on la ravale là, je parle vraiment d'une grosse clôture là. Voilà, quand on a une vraie belle clôture comme ça, là pour moi je vends. Voilà, c'est clair. Je vends parce que derrière c'est ça qui va se passer. Donc même si je suis à moins 50%, je vends parce qu'il m'attend encore à moins 40%. Voilà. Et je garde la moitié de mon capital pour le réinjecter en bas du marché et me régaler sur toute la montée en choisissant les bons projets, en regardant les nouveaux narratifs, etc. comme on fait à chaque cycle. Voilà, c'est tout. Mais la première fois, j'ai conscience que c'est quand même un peu flippant. C'est quand on va mettre son argent dedans. L'argent, c'est quand même la survie, c'est ce qui nous permet de survivre dans ce monde. Donc quand on voit baisser son portefeuille, c'est quand même un peu flippant, quoi. Voilà. Surtout si on en a trop mis et qu'on a été trop gourmand. Bon, j'espère que ce n'est pas votre cas, en tout cas. Mais voilà, voilà pour cette vidéo. Elle est un peu longue. Je la voulais surtout rassurante, explicite, etc. Et j'espère qu'elle vous aura servi. On pourrait continuer pendant encore longtemps parce qu'il y a encore plein de choses à voir. La paire ETH-BTC, Bitcoin, dominance, etc. Parce que même dans un marché baissier, on peut continuer de gagner de l'argent sans faire du short, mais juste en utilisant du rebalancing, c'est-à-dire en déplaçant ses Ethers vers du BTC, puis de rebalancer un peu du BTC vers les Ethers ou vers les alts quand il y a des alt season, etc. Il y a toujours des rebonds comme ça, mais bon, après on rentre dans des considérations qui sont plus trading, etc. Et c'est pas le but de cette chaîne, c'est plutôt pédagogique et plutôt accessible à des gens qui s'intéressent un peu à ce qu'ils font et qui veulent comprendre la lecture de ces marchés-là, qui veulent comprendre des indicateurs, comment on peut s'en servir un peu, etc. Voilà, c'est plutôt pour ça, quoi. Donc j'espère que ça vous aura rendu service. Allez, bonne journée, bonne semaine, et puis à bientôt. S'il y a du nouveau, chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je prends un peu de mon temps pour le partager, quoi. Voilà. Allez, à plus.